Je suis un grand fan de Snoop Doggy Dogg qui était présent pour le match USA-Japon. Il était en belle compagnie puisqu'il y avait aussi Megan Rapinoe dans les tribunes pour voir ce match ô combien important pour les Stars and Stripes, le nom qu'on donne à cette équipe américaine qui ne doit pas se louper, un peu au même titre que la France sur ces Jeux Olympiques, pour différentes raisons bien évidemment, vu que les USA ont quand même une histoire incroyable avec les Jeux Olympiques, sans dire trop de bêtises, depuis 96, je crois que les États-Unis ont gagné 4 ou 5 médailles, même voire 4 ou 5 médailles d'or. Faudra que je revoie ça, mais quoi qu'il en soit, l'histoire d'amour entre les États-Unis et les Jeux Olympiques n'est plus à démontrer. Sauf que maintenant les USA sont quand même 5e nation mondiale au rang FIFA, un classement, le pire classement qu'elle n'ait jamais eu dans leur histoire. Donc cette équipe américaine, au travers de ce tournoi olympique, doit quand même redorer son blason. Pour revenir donc sur Snoop, c'était bien qu'il soit là, c'est la méthode américaine pour faire le buzz, pour créer l'événement autour de cette équipe américaine de foot féminin. On ferait bien aussi en France de s'en inspirer, on est loin d'avoir ce sens du show ici en France, quand il s'agit de valoriser un produit, encore plus quand c'est le foot féminin. C'est bien dommage parce que le foot féminin mérite aussi qu'on parle d'elle. Quelle que soit la formule à mettre en place, il faut qu'on parle du foot féminin, c'est très important, du foot féminin français, et qu'on attire de plus en plus de monde. La France a perdu, ça va être très difficile pour la saison qui suit, pour les clubs français, de pouvoir faire des records d'audience, de pouvoir attirer du monde aussi dans les clubs pour les filles, quand on voit à quel point l'équipe de France se fait taper dessus, et à juste titre. Va falloir vraiment trouver des solutions, mettre le paquet, déjà que les clubs français vraiment fassent des perfs, pas uniquement Lyon, fassent des perfs en Coupe d'Europe, ça va être très important. Mais aussi pour l'équipe nationale, il faudra vraiment gagner quelque chose. Je referme la parenthèse. Je reviens sur le match donc USA-Japon, qui a donné le coup d'envoi de ces quarts de finale. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Alors je vais quand même mettre, comme d'habitude sur mes vidéos débrief, le schéma tactique mis en place par les deux sélectionneurs pour ce match. On va commencer par le Japon. Futoshi Ikeda donc avait mis, je me sers également donc du schéma tactique que je pique à l'équipe. Donc Futoshi Ikeda avait mis un 3-4-3 pour ce match, avec les incontournables. Il a des incontournables, ça c'est valable pour tous les sélectionneurs, et on s'appuie toujours sur un petit noyau de joueuses en qui on a confiance. Kumagai, le pilier de cette équipe, Saki. Il y avait aussi Hasegawa, bien évidemment, au milieu de terrain, la joueuse de Manchester City, Moriya, très très bonne joueuse au passage, Tanaka, incontournable devant aussi, puis Yamashita, la gardienne, dans les buts. Donc un 3-4-3 face à cette équipe américaine. Emma Hayes donc avait mis, elle, pour ce match, son 4-3-3, un peu à la mode française et espagnole, avec ce triangle inversé, à la pointe du triangle, devant la défense, Corbin, Albert, et puis les meneuses de jeu, les relayeuses, que sont Lavelle et Oran. Devant donc le trio d'attaquantes, Trinity Rodman à droite,
à la pointe Sophia Smith, qui a joué un peu plus reculé, je dirais, plus proche de Horan et de Lavelle, qui a vraiment été l'électron libre, si je puis dire, dans ce match. Et puis Mallory Swanson sur le côté gauche. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Invité prestigieux, on l'a vu en tribune. Dès les premières minutes, on peut dire quand même que cette équipe américaine a pris les choses en main. C'était l'équipe qui s'est révélée la plus dangereuse sur le premier quart d'heure, on va dire. Ça m'a fait un petit peu penser, pour le coup, au match Espagne-Japon. J'ai trouvé que les Nadeshiko avaient un peu de mal à entrer dans le match, peut-être un peu aussi écrasé en quelque sorte par la pression de jouer un quart de finale. Pourtant la pression elle était du côté américain, je le dis tout à l'heure, les États-Unis sont en mission, elles ont pratiquement l'obligation d'aller chercher quelque chose dans ces Jeux Olympiques, ça c'est clair et net. Il faut absolument repimper, redonner des couleurs à cette équipe américaine, et ça passait forcément par une victoire. Donc les États-Unis ont donné le tempo en début de match avec, je peux sortir tout de suite, Rose Lavelle et Sophia Smith qui ont touché énormément de ballons. Mais au fil des minutes, on a senti que les États-Unis s'embourbaient un peu face au bloc vraiment très présent de cette équipe japonaise. Les Japonaises étaient vraiment disciplinées en défense, ont très bien quadrillé le terrain, de telle sorte que les Américaines avaient du mal à se procurer des occasions. Elles se sont vraiment fracassées sur le bloc japonais, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, ce sont les Japonaises finalement qui se sont créées les meilleures occasions sur cette mi-temps, notamment Tanaka. Tanaka qui est une joueuse qui se démultiplie sur le terrain. C'est vraiment une joueuse qui a une énorme activité. Là, j'ai un souvenir, au moment où je vous parle d'elle, d'un tacle défensif qu'elle a fait pratiquement devant la surface de réparation japonaise, alors qu'elle est attaquante. Non, c'est vraiment une joueuse qui ne donne pas sa part au chien, ça c'est sûr, qui a une vraie débauche d'énergie sur le terrain, sauf que par voie de conséquence, quand elle se crée des occasions devant, elle manque de lucidité, et ça c'est valable sur l'ensemble du tournoi. Mais c'est une joueuse vraiment intéressante. Si elle arrive à canaliser un peu plus son énergie, je pense que ça peut être une joueuse de classe mondiale. Quoi qu'il en soit, donc il y a eu des occasions franches pour le Japon sur cette première mi-temps. Donc Tanaka, Moriya aussi, qui est vraiment une superbe joueuse, je le redis. C'est une joueuse qui me plaît beaucoup. Voilà ce qu'on peut dire sur la première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, on sent que le Japon quand même monte en puissance, arrive à mettre véritablement le pied sur le ballon, et finalement devient cette équipe du Japon qu'on a connue avec ses prédécesseurs, une équipe qui construit ses actions par petites passes, avec du toqué comme diraient les Sud-Américains, et on monte petit à petit jusqu'à la surface de réparation adverse. C'est ce qui s'est passé, et on a senti les Américaines là par contre vraiment touchées de plein fouet par cette pression d'absolument faire quelque chose dans ce tournoi, et qu'elles ne devaient pas se louper, et voilà, ça tétanise, ça a tétanisé d'autres équipes dont la France. Et c'est vrai que les États-Unis ont ressenti ça. Malgré tout, les Américaines ont quand même pu, face à ces Japonaises qui ont un petit déficit quand même physique, quand on voit le gabarit de choses comme Girma,
l'agressivité dans le bon sens d'une joueuse comme Sonnette, par exemple, une joueuse comme Dune, qui a énormément d'expérience, les Américains ont pu quand même se reposer sur leur défense pour annihiler les attaques japonaises et amoindrir la dangerosité de cette équipe nippone. Mais elles n'ont pas quand même su trouver les clés pour se mettre, excusez-moi, en ordre de marche. C'est vrai que ce match puait quand même un petit peu. Quand on regarde l'ambiance dans le stade, alors il y avait énormément de spectateurs américains qui tremblaient aussi pour leur équipe, sentaient bien que les Stars and Stripes avaient du mal à construire, avaient du mal à se créer des occasions. On n'en a pratiquement pas eu sur les 90 minutes. On sentait que ça touchait également les spectateurs qui étaient un petit peu timorés. Donc ça a donné une ambiance un peu, un match à 15h, sous le cagnard. On était tous un petit peu amorphes et il a fallu attendre les prolongations pour se donner un peu plus d'énergie. Et là, on a senti que le Japon et les USA n'avaient plus le choix. Il fallait vraiment qu'une des deux équipes marque. Donc il y a quand même eu des occasions qui se sont succédées pour le coup. Ça s'est rendu coup pour coup au niveau des occasions. Sur une erreur de Sonnette, Hinata a eu une énorme occasion devant le but. Et puis après... sur une action de Smith, elle tombe sur Yamashita qui a été impériable et qui a annihilé donc l'occasion de Sophia Smith. Et à la fin de cette prolongation, finalement, sur une longue balle de Kristen Dunn derrière la défense japonaise, Trinity Rodman récupère le ballon et marque un superbe but d'un enroulé, après avoir crocheté la défenseur Kitagawa sur le côté droit. Voilà, donc cet avantage, les Américaines vont le garder jusqu'au bout. Et donc sortent par là même cette équipe des Nadeshiko, qui n'est pas bien sûr la plus grande de l'histoire du Japon. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette équipe que j'ai trouvé moi un peu décevante finalement, parce que les standards, j'avais fait une vidéo sur le Japon en parlant de l'art de la passe. On a vu par bribes que cet art n'était pas totalement mort, mais il faut quand même reconnaître que le Japon est encore une fois loin des standards mis en place par les équipes précédentes et qui avaient brillé lors de tournois majeurs. Donc pour moi c'est quelque chose qui est plutôt logique. Je suis quand même triste pour une joueuse que j'apprécie fortement, Saki Kuma-chan, une énorme joueuse qui, après Futoshi Ikeda fait avec les moyens du bord, mais qui aurait peut-être apporté beaucoup plus en milieu de terrain, avec sa science de la passe, avec son expérience, avec sa vision du jeu, avec son QI football. C'est une joueuse extraordinaire qui a fait beaucoup pour le foot féminin en général. Je ne vais même pas parler du foot féminin au Japon, qui est vraiment dans la lignée des grandes joueuses japonaises comme Omar Esawa. Elle a sa place à la table des grandes. Je suis triste parce que je pense que c'est de last dance pour Saki Kumagai alors peut-être pas avec la sélection nippone, il y aura d'autres matchs, des coupes d'Asie certainement, mais je ne la vois pas la prochaine coupe du monde. Saki Kumagai, moi je vais profiter d'elle en voyant ses matchs avec l'AS Rome. Vraiment, on sait que c'est le crépuscule de sa carrière, donc merci beaucoup. Arigato gozaimasu, Saki.
gambattez, gambattez. Voilà, merci beaucoup pour me suivre. Merci beaucoup aux abonnés de ma chaîne. Vous êtes peu, mais moi ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis très content. J'en ai 7, je crois, donc je suis très content. C'est le début d'une grande aventure. On va faire en sorte quand même que cette chaîne gonfle, grossisse. Comptez sur moi pour qu'on fasse parler encore du foot féminin. Ils en ont besoin, ils ont besoin de visibilité. Donc vous, si vous passez par là et que vous avez quand même apprécié le contenu, je vous invite fortement à vous abonner, à commenter aussi. Laissez-moi des commentaires parce que j'ai peut-être pas tout bien fait et je sais que dans beaucoup de vidéos j'ai dû certainement faire des erreurs par-ci par-là. Je démarre, je vais m'améliorer. Effectivement, je connais le foot féminin, rassurez-vous, je suis pas un novice. Ça fait longtemps que je suis le foot, mais voilà, c'est pas toujours facile d'être toujours très pro dans tout ce qu'on dit. Donc moi je compte sur vous pour que vous me permettiez de m'améliorer. Donc laissez-moi des commentaires s'il vous plaît. Voilà, faites les empereurs romains. En ce moment moi je regarde 12 About to Die, donc pour ceux qui connaissent, donc pouce en l'air, pouce en bas, comme vous voulez. Partagez autour de vous le contenu de cette vidéo et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Va va voum!